Classique, la question économique du jour. Avec EIM. EIM, depuis 30 ans, le leader européen du management de transition. La question du jour sur Radio Classique, faut-il nationaliser l'assurance chômage ? Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Directeur de l'Institut supérieur du travail. Nationaliser l'assurance chômage, c'est une proposition d'Emmanuel Macron. Ce qu'il faut d'abord peut-être expliquer aux auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les partenaires sociaux, patronat, syndicats, qui co-gèrent l'UNEDIC. Oui, et ceci depuis très longtemps, depuis 1958. L'assurance chômage a été créée par le patronat et par les syndicats à une période où il y avait 24 000 chômeurs. On a atteint le 1 million de chômeurs en 1976, 2 millions en 1981, mais à l'époque, il s'agissait pour le patronat et les syndicats d'organiser un marché du travail qui était très florissant, mais de se dire, on a besoin, même s'il n'y a à l'époque que 24 000 chômeurs, de leur trouver une indemnisation, une assurance, tout le monde cotise, employeurs, salariés, et également les aider à se réinsérer dans la vie active. Aujourd'hui, les conditions ont évidemment changé, les volumes ne sont plus les mêmes, et l'assurance chômage est en déficit, ce qui n'a pas été le cas pendant de longues années. Et globalement, du reste, l'assurance chômage, il faut le dire, bien gérée. Les difficultés qu'elle vit aujourd'hui sont en grande partie dues au fait que des charges pèsent sur cette assurance chômage qui ne lui incombent pas de façon naturelle. Lesquelles ? Eh bien, l'État a, au fil des années, chargé l'UNEDIC de dépenses qui ne font pas partie de ses missions. Par exemple, l'UNEDIC verse chaque année 10% de ses 35 milliards de recettes pour financer Pôle emploi. L'UNEDIC continue à payer des travailleurs français frontaliers, notamment vers la Suisse, alors que ces personnes ne cotisent pas puisqu'elles travaillent en Suisse. Ça veut dire que les travailleurs frontaliers gagnent leur argent en Suisse, mais que c'est le reste de la collectivité des salariés des entreprises qui payent leurs indemnités en cas de chômage. Ou encore, cas très connu, les intermittents du spectacle. 400 millions de cotisations pour 3 fois plus de prestations versées au titre de l'aide à la culture et non pas d'une vraie assurance entre travailleurs. Alors dans ce contexte, que changerait une étatisation de la gestion de l'assurance chômage ? Eh bien, ça reviendrait évidemment à placer sous la coupe des pouvoirs publics l'ensemble de l'assurance chômage. La proposition d'Emmanuel Macron est d'élargir, d'ouvrir, d'étendre l'accès à l'assurance chômage à des personnes qui ne sont pas salariées en situation de rupture telle que les textes le disent aujourd'hui, c'est-à-dire aux salariés démissionnaires, mais aussi aux auto-entrepreneurs, aux non-salariés agricoles, aux professions libérales. On assisterait à ce moment-là à une vraie étatisation, une vraie collectivisation d'un système qui a fait ses preuves depuis 1958, et il n'est pas évident que cette formule soit plus avantageuse, plus réactive, plus souple. L'Institut Montaigne a d'ailleurs chiffré la proposition d'Emmanuel Macron jusqu'à environ 9 milliards d'euros supplémentaires. Les gros chaudrons ne sont pas forcément plus efficaces que la juxtaposition de petits chaudrons. Certains craignent avec cette étatisation de l'UNEDIC une remise en cause du système assurantiel tel qu'il existe aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce type de crainte ? Oui, tout à fait. Nous basculerions d'une logique d'assurance, comme son nom l'indique, assurance chômage, vers une logique de solidarité. Alors la notion de solidarité est importante, mais ce n'est plus à ce moment-là du rôle des partenaires sociaux, patronat et syndicats, c'est le rôle de l'État. Et l'on voit aujourd'hui au sein du MEDEF un grand débat et une proposition qui jusqu'à présent a fait long feu, mais qui est assez osée et hardie. Alexandre Saubeau, qui est à la manœuvre, a proposé que l'UNEDIC obtienne de l'État qu'il n'y ait plus de financement de la dette de l'assurance chômage, c'est-à-dire en clair, lorsqu'il y a un déficit aujourd'hui, eh bien l'UNEDIC peut emprunter des grosses sommes à des petits taux, mais en contrepartie, ça voudrait dire que l'État cesserait de ponctionner l'assurance chômage de sommes qui ne relèvent pas de sa mission première. Donc la dette de l'UNEDIC ne serait plus garantie par l'État, c'est ça l'idée ?
Et la proposition qui finalement vient d'être retirée, mais on comprend parfaitement la logique du MEDEF qui consiste à dire à chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Nous, employeurs et salariés, nous assurons depuis 1958 et pour de longues années, nous en avons encore la possibilité parce que nous savons bien gérer, nous assurons l'assurance chômage, mais toutes ces charges indues qui creusent le déficit de l'assurance chômage dû à des initiatives de l'État, eh bien, cessons de les voir se développer, prospérer. Chacun son métier, les vaches seront bien gardées. La notion de solidarité est importante, mais on ne peut pas charger le mulet UNEDIC plus que ce qu'il peut porter. Dernier mot, là, selon le Figaro, le MEDEF proposerait d'augmenter les cotisations employeurs, mais en revanche de totalement supprimer ce qui existait déjà partiellement, la surtaxation des contrats courts. Ça vous paraît une piste potentielle d'accord possible ? Oui, parce que la question des contrats courts, la taxation des contrats courts est un sujet très difficile en ce moment entre organisations syndicales et patronales, et donc la position que le MEDEF adopte là à l'instant permet de décontracter le sujet et surtout de montrer au pouvoir public et au prochain président de la République que patronat et syndicats savent s'entendre entre eux pour gérer ce qui les regarde. Cette éventuelle étatisation de l'assurance chômage pose en tout cas la question de la capacité des partenaires sociaux, patronat et syndicats, à se mettre d'accord pour adopter des réformes raisonnables. Est-ce que finalement ce n'est pas une remise en cause du paritarisme à la française qu'on est peut-être en train de vivre ? Oui, c'est une étape supplémentaire de cette remise en cause du paritarisme. Aujourd'hui, le paritarisme a très mauvaise presse. Pour faire court, aujourd'hui, le paritarisme est perçu comme étant un peu une sorte de pompe à finances des syndicats et du patronat. C'est un procès totalement injuste parce que dans le domaine de la formation professionnelle, de l'assurance chômage, des retraites complémentaires, des personnes handicapées, du logement, de la prévoyance, les partenaires sociaux ont bâti de très beaux édifices. Et aujourd'hui, l'État puise tranquillement et de façon discrète mais très réelle sur les fonds du paritarisme, privant ces institutions de leur liberté, de leur autonomie de gestion. Nous ne sommes plus dans l'organisation d'une économie de marché par les acteurs, mais d'une étatisation rampante, et c'est très préoccupant aujourd'hui. Le paritarisme, c'est au débouché de la négociation collective, de la liberté contractuelle, la prise en main de leurs affaires par les intéressés eux-mêmes. Merci beaucoup Bernard Vivier d'avoir été ce matin en direct sur Radio Classique, directeur de l'Institut du Travail. Nicolas, votre invité à 7h15. Le fondateur du Slip français, une PME qui mise sur le Made in France et qui lance en ce moment une première collection pour femmes. La météo tout de suite. La météo.